Bonjour Jean-Louis Bourlanges. Bonjour. Ravi de vous recevoir ce matin sur LCI. Vous êtes député MoDem, président de la Commission des Affaires étrangères, qui travaille toujours dans ce temps suspendu, puisqu'hier vous avez, je crois, auditionné l'ambassadeur de France en Ukraine, Étienne de Poncin. En principe, on ne travaille pas, mais oui, l'actualité internationale est telle qu'on était obligé de se réunir et effectivement, on l'a fait hier pour recevoir notre ambassadeur à Kiev. Et j'ajoute que dans une interview ce matin au Figaro, vous qualifiez l'accord de gauche, dont on parle beaucoup ces derniers jours, l'accord à gauche, de capitulation devant Mélenchon et bérésina idéologique. Vous nous direz ce que vous mettez dans la bérésina. Certains disent que c'est une clarification. Pour vous, il n'y a pas de doute, c'est une catastrophe pour la social-démocratie. Mais d'abord l'Ukraine, exactement 10 semaines aujourd'hui qu'a débuté cette guerre. C'était un jeudi 24 février. Moscou a annoncé dans la soirée que son armée avait simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans une enclave russe de Kaliningrad. Par ailleurs, Poutine a aussi déclaré en début de semaine, Jean-Louis Bourlanges, les pays qui livrent des armes doivent savoir que les représailles seront rapides comme l'éclair. Nous avons pour cela les instruments adéquats. Est-ce qu'on se fait peur en Occident face à ces menaces permanentes de Moscou, ou faut-il redouter que Poutine franchisse effectivement un jour un cran supplémentaire? Je crois qu'il faut toujours se méfier de Vladimir Poutine, qui est un personnage dominé, je ne dirais pas par sa folie, c'est trop facile, mais dominé par son orgueil, par la certitude où il est d'avoir fait un mauvais choix et le refus absolument de se l'admettre, de le reconnaître lui-même, avec tous les risques de surenchère que ça implique. Or, l'armée russe a révélé ses faiblesses, l'armée ukrainienne s'est révélée beaucoup plus forte qu'on ne le pensait, et donc il y a une tendance fondamentale des Russes à se réfugier dans ce qui est leur domaine de supériorité, c'est-à-dire les armes horribles, soit les armes chimiques, soit les armes nucléaires, au mépris d'ailleurs de la doctrine traditionnelle de la dissuasion qui repose sur un principe simple, avoir des armes nucléaires pour ne jamais avoir à s'en servir. Et donc plus les Russes sont en situation de faiblesse, plus les Russes sont dans l'impasse, plus ils brandissent une menace d'extension du conflit. Face à cela, je pense qu'il faut faire preuve de sang-froid, de modération. Le président Theodore Roosevelt disait au début du siècle dernier qu'il fallait parler doucement et avoir un gros bâton. Les Américains ont un gros bâton, nous apportons nous-mêmes notre contribution, mais je crois que nous avons aussi intérêt à ne pas parler trop fort. Je pense que la démarche du président Macron, qui est de maintenir le minimum possible de contact avec Vladimir Poutine, est plus raisonnable que des manifestations de bravoure un peu intempestives, comme on en observe de l'autre côté de l'Atlantique et de la Manche actuellement. Donc la synthèse Roosevelt, c'est Emmanuel Macron et Joe Biden. Joe Biden qui quand même assure ou affirme un leadership quand même massif par des livraisons d'armes, qui fait qu'ils sont ceux qui arrivent le plus en appui quand même des Ukrainiens, très massivement sur le terrain, et l'Europe qui livre beaucoup moins d'armes, mais qui, comme vous dites, parle doucement à Poutine. Non, mais on livre des armes, chacun selon ses moyens, c'est comme dans Karl Marx, chacun apporte selon ses moyens. Ouais. Nous sommes quand même passés à des livraisons importantes, non pas d'ailleurs parce que nous avons tenu à renforcer principalement notre effort, mais surtout parce que nous avons voulu l'adapter au changement de la guerre. Le début de la guerre, c'était une guerre un peu de snipers au sens large, c'est-à-dire qu'il y avait une guerre de mouvement menée par les Russes et la destruction des lignes derrière les forces russes par des unités ukrainiennes très mobiles, très actives. Ça impliquait un certain type d'armes. C'était des snipers améliorés, donc il fallait avoir des armes anti-chars, des choses, etc. Maintenant, nous sommes rentrés dans une guerre qui ressemble plus à Verdun, si vous voulez, c'est-à-dire deux lignes qui s'opposent très fortement avec de forts duels d'artillerie, etc. Et là, ils ont besoin d'armes différentes. Et nous contribuons à les donner comme les Américains. Mais évidemment, je reprends votre interrogation du début de votre question,
qui aurait jamais douté, en tout cas pas moi, que la sécurité fondamentale de l'Europe restait exercée par la protection américaine, et que notre souci depuis une dizaine d'années, c'est de voir que les Américains se désintéressaient de l'Europe, ne considéraient plus la Russie comme une menace et ne s'intéressaient qu'à la Chine. Et Poutine, de façon extrêmement inopportune, selon ses propres intérêts, a ramené les États-Unis à cette préoccupation fondamentale depuis la guerre froide, depuis la fin de la guerre. Certains qui, quand même, sont très inquiets de l'hégémonie fantasmée ou pas des États-Unis, disent l'Europe reste le vassal des États-Unis. Je ne sais pas pourquoi on dit cela. L'OTAN a toujours été organisé de cette manière-là, l'Alliance Atlantique aussi. Du temps du général de Gaulle, on est sorti du système intégré, mais on est resté fidèle à l'Alliance. Ce sont les Français qui ont poussé les Américains à la fermeté dans la crise de Berlin. Ce sont les Français qui ont été solidaires des Américains dans la crise de Cuba. Nous avons toujours eu une attitude. Pierre Asner, mon vieux maître, disait l'alliance occidentale, c'est une alliance de peuples libres qui mutualisent leurs forces, évidemment, avec un pays qui a des moyens militaires et financiers beaucoup plus importants que les autres. Est-ce que vous le savez ou pas? On parle beaucoup du lundi 9 mai. Je ne sais pas si c'est une construction de l'Occident. C'est la fête de la victoire nazie. Les Russes ont l'habitude, enfin sur les nazis, les Russes ont l'habitude de la célébrer avec défilés militaires, fastes, etc. Est-ce que Poutine pourrait en profiter pour prendre une initiative particulière? Écoutez, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine. Heureusement, ma tête est très différente par rapport à la sienne, mais je pense que je ne vois pas très bien ce qu'ils auraient à célébrer, mais il faut dire que Poutine nous a habitués à un très très grand écart entre les mots qu'il emploie et la réalité qu'il décrit. C'est-à-dire qu'il va transformer la victoire, entre guillemets, de Mariupol, qui est quand même une horrible chose, en une sorte de progrès décisif, montrer qu'ils sont engagés dans un combat fantastique avec les États-Unis. Pourrait brandir les ruines. Est-ce qu'il va prendre une initiative comme une victoire? Je n'en sais rien. Je ne vois pas quelle initiative il pourrait réellement prendre. Un défilé militaire, disait le renseignement ukrainien. Un défilé militaire à Mariupol, cette ville qui était vraiment détruite. J'ai un ami qui est latiniste et qui me citait Tacite. Dans la vie d'Agricola, les Germains disent des Romains qui faisaient une politique en Germanie à peu près comparable à celle des Russes, et ils disaient ubi solitudinem facem quem pacem appellant. Ils transforment, ils appellent paix la désolation. Quand on voit ce que sont les pays prétendument arrachés à l'Ukraine, le Donbass, etc., il ne reste rien. Il ne reste pas un bâtiment, il ne reste pas de population, quelques vieillards qui ne peuvent pas bouger, qui errent dans les décombres en quête de nourriture. C'est absolument atroce. On a parlé de génocide, je ne sais pas si le mot est juste, mais là c'est la destruction véritablement d'un territoire peuplé qui est transformé en désert complet. Alors ça, c'est quand même insupportable. Chaque fois que les Russes gagnent en Ukraine 1 centimètre du territoire, c'est 1 centimètre de désert en plus. Et l'Europe va prendre une 6e série de sanctions. C'est une stratégie graduelle, l'assume. Mais enfin, quels sont les effets de ces sanctions répétées? Vous voyez, les centimètres gagnés par Poutine, ça ne l'empêche pas de le faire, en tout cas. D'abord, non, mais il ne gagne pas grand-chose. Je crois quand même que le bilan des 2 premiers mois de guerre est absolument clair. C'est un échec complet, surestimation de la part de tout le monde, de Poutine et de nous, des moyens russes au départ, sous-estimation des capacités de résistance de l'Ukraine, et aujourd'hui, une situation relativement équilibrée. Je ne dis pas que... Entre les Ukrainiens, entre les forces ukrainiennes entre les et Ukrainiens les forces qui sont gonflés à bloc parce qu'ils défendent leur territoire, c'est comme dans la Marseillaise, c'est jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes, c'est ça qui se passe là-bas. C'est une guerre de défense. Vous savez, la guerre de défense, ça compte. Les Français se sont battus à Verdun parce que c'était les paysans ramassaient la terre en disant cette terre-là, il faut se battre pour elle. C'était leur terre. Les gens se défendent pour leur terre. D'autre part, ils ont le formidable instrument
les 35 milliards mis sur la table par les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ont un équipement militaire, parce que les Russes ont gagné la Seconde Guerre mondiale, il ne faut jamais oublier qu'ils l'ont gagné avec les Russes, avec les soldats russes, l'héroïsme russe, mais aussi avec les moyens américains. Et là, on a l'héroïsme ukrainien. Mais encore une fois, les sanctions européennes... Alors les sanctions européennes, elles sont progressivement efficaces, à condition de ne pas se tromper. On n'aura pas, à travers les sanctions, on ne peut pas avoir un résultat immédiat, ni même très rapide. C'est une lente strangulation de l'économie russe, c'est une asphyxie des financements russes progressifs. Et deuxièmement, ça ne se fait pas sans effort. Le général de Gaulle disait, le salut exige... Le nôtre. Le salut exige la victoire, mais le succès coûte l'effort. Si nous croyons que les forces européennes, occidentales, peuvent se dispenser de tout effort pour gagner cette confrontation vis-à-vis de la Russie, préserver leur indépendance, sauver l'unité de l'Union européenne, assurer la sauvegarde et la liberté de l'Ukraine, s'ils pensent qu'ils peuvent le faire sans effort, ils se trompent. Mais c'est juste, pardon, de demander un effort aux Français qui vont, par exemple, il va y avoir une exportation sur le pétrole russe, pardon, un arrêt des importations du pétrole russe d'ici à 6 mois, produits raffinés à la fin de l'année. Ça va encore alimenter l'inflation. Est-ce que c'est juste que ce soit les consommateurs en bout de chaîne qui payent? Par les consommateurs en bout de chaîne, c'est l'ensemble. Est-ce que nous sommes, nous, Européens de l'Ouest, est-ce que nous sommes intéressés par la préservation de nos démocraties, de notre unité, ou est-ce que nous voulons nous aligner sur la Hongrie, par exemple, c'est-à-dire un pays qui se prive progressivement de ses libertés et qui est progressivement satellisé par la Russie? Vous savez, moi je cite toujours le mot de Thucydide, après Tacite, je passe au grec maintenant, qui est la devise de la revue Commentaire, qui avait été fondée par Raymond Aron et qui est dirigée par Jean-Claude Casanova. Il n'est pas de bonheur, le bonheur que nous aimons tous, il n'est pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans vaillance. L'heure est à la vaillance. Il faut protéger les Français quand même les plus exposés à ces hausses de prix. Absolument, mais ça, il n'y a pas de vaillance. Je pourrais ajouter un mot à la formule de Thucydide et dire il n'y a pas de vaillance sans solidarité. Donc je crois effectivement qu'on ne doit pas laisser les blessés et les éclopés dans le fossé. Non, il faut s'occuper de tout le monde et c'est un grand devoir national, mais je crois que nous jouons notre avenir en tant que civilisation, notre place dans le monde, le respect que nous inspirons, tout cela est en cause et c'est pourquoi je suis très inquiet des évolutions actuelles d'une partie de la gauche. Justement, pas un mot, voilà, merci, pas un mot, justement, dans cet accord qui unit la France insoumise avec les Verts, le PC et le PS, pas un mot presque sur l'Ukraine, sur la Russie, sur l'OTAN. Non mais cet accord, c'est absolument, au-delà de tout, c'est absolument minable. Ça se résume très simple. Je troque mes convictions contre des circonscriptions. Et je troque toutes mes convictions contre quelques circonscriptions. Donc en plus, c'est un marchandage qui est idiot. Et d'ailleurs, je pense que Jean-Luc Mélenchon a eu tort, parce qu'il n'est pas homme à maîtriser sa victoire, et il a voulu vraiment humilier les socialistes. Il y est parvenu, et je pense que, de ce fait, cette opération n'aura pas le prolongement politique qu'il en attend dans l'opinion. Mais les choix fondamentaux des socialistes ont été mis en cause à travers cet accord. Les choix qui sont faits depuis la guerre. C'est un socialiste Ramadier qui a écarté les communistes au moment de la guerre froide. Ce sont les socialistes qui ont signé le traité de Rome. Guy Mollet qui a signé le traité de Rome. C'est François Mitterrand qui a animé avec force le combat contre les fusées russes avec ce fameux discours de Bonn de 83. Ça a été qui ont été constamment fidèles à l'Alliance Atlantique, à la construction européenne et à l'économie de marché, à condition que l'économie de marché soit corrigée par de profondes mesures de redistribution. C'est tout cela qui est d'un trait de plume pour quelques circonscriptions, quelques plats de lentilles vraiment dérisoires qui est mis en cause. Donc je comprends vraiment l'indignation de Cazeneuve, de Cambadélis et de quelques autres qui disent mais
Que fait-on de notre héritage? Mais cet héritage, il a fait 1,7% à la présidentielle. Les Français n'en voulaient plus. Mais Jean-Luc Mélenchon, il ramasse la mise, si je puis dire. Il a fait 1,7. C'est pas lui qui a tué le PS. Il a fait 1,7. Moi, j'habite Paris et je veux dire qu'on n'est pas très séduit par la gestion municipale de celle qui était la candidate socialiste. Mais c'est pas 1,7. En réalité, une grande partie de l'héritage social-démocrate avait été captée par Emmanuel Macron. Regardez les fondements... C'est lui le fossoyeur du Parti socialiste. Comment? C'est lui le fossoyeur du Parti socialiste. Non, il n'est pas le fossoyeur, il est le clarificateur. Ce que Hollande n'a pas été. Hollande a voulu tenir derrière le même char, le même attelage, des chevaux qui allaient dans deux directions différentes. Un cheval vraiment mélenchoniste, extrémiste, c'était les frondeurs de l'époque du Parti socialiste, et puis la mouvance social-démocrate qui avait été incarnée pendant longtemps par Rocard ou par Delors. Et il a cassé là-dessus. Il a cassé, c'est pour ça qu'il ne s'est pas représenté, parce qu'il ne pouvait plus tenir son attelage. Et ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est qu'il fallait faire la clarté, qu'on devait assumer les valeurs de la gauche, qui sont des valeurs comme d'un parti démocrate américain, c'est-à-dire accepter l'économie de marché, mais jouer l'Europe et la multilatéralité. C'est une grande cause de gauche, la multilatéralité, par rapport au nationalisme. Jouer la carte du libéralisme politique et jouer la carte du libéralisme culturel. Ce sont trois valeurs de gauche. Ça veut bien dire que le Parti socialiste, il ne portait plus cette ligne social-démocrate. C'est une clarification, plus qu'une mort. C'est ça que je voudrais savoir. Pour vous, c'est la mort du PS ou c'est une clarification? Je crois que c'est sans doute la mort du PS, et je pense que les hiérarques du PS, notamment M. Faure, prennent une responsabilité énorme en liquidant un héritage dont je rappelle que pendant 50 ans, les socialistes ont fait effort pour aller dans l'autre sens. De Mendès France, François Mitterrand, Michel Rocard, Jacques Delors et, du côté vert, Danny Cohn-Bendit, ont tous choisi le camp de la modernisation, de façon un peu tortueuse pour Mitterrand notamment, mais le camp de la modernisation, le camp de l'Europe, le camp de la sécurité collective avec nos alliés, le camp du refus des dictatures. Et c'est ça qui est bradé pour rien. Jean-Luc Mélenchon, il a fait une belle opération politique. Il peut devenir Premier ministre? Écoutez, vraiment, je serais extrêmement surpris que la Ve République aboutisse à un leader Massimo primo ministériel. C'est quand même quelque chose, parce que c'est le leader Maximo. Manifestement, il habite les vêtements de Castro, de Chavez, de toute une série de personnalités. Le Premier ministre est désigné par le Président de la République. Ensuite, il forme un gouvernement. Les ministres sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre. Et ensuite, il faut aller devant l'Assemblée. En réalité, quand on regarde les négociations que mène M. Mélenchon, on s'aperçoit qu'il se bat pour avoir un peu moins de 200 sièges éligibles. 200 sièges éligibles, ça fait, oui, mais ça ne fait pas une majorité. Mais ça fait une belle opposition. Ça fait un leadership massif. Il y aura une belle opposition. Il y aura une forte, belle, je ne sais pas, mais forte assurément. Ouais. Il y aura une forte opposition de gauche, parce qu'il y a des gens qui répondent à ce souci de rupture par rapport aux choix fondamentaux de la gauche française. Et puis il y aura une opposition d'extrême droite qui sera évidemment beaucoup moins forte qu'elle n'aurait été si l'extrême droite n'était pas elle-même divisée. Pas avoir une majorité. Mais je n'en sais rien. Il ne faut jamais insulter l'avenir et préempter le choix des électeurs. Mais je dis que dans l'esprit même de Mélenchon, les calculs électoraux qui sont les siens démentent son projet politique affirmé. C'est-à-dire être le chef du gouvernement. Il ne veut pas à votre avis? Il sait qu'il n'y arrivera pas. Pour vous, il veut rester dans l'opposition. Heureusement que ce pays ne peut pas se réclamer, ne peut pas se reconnaître sur les choix fondamentaux qui sont ceux du néo-poutinisme. Donc, pour vous, dans l'esprit de Mélenchon, il s'agit effectivement d'être le leader de l'opposition, mais il ne croit pas lui-même au fait qu'il gouvernera la France? Je ne sais pas, parce qu'avec Jean-Luc Mélenchon, qui est un personnage très remarquable, d'ailleurs avec énormément de talent, moi j'ai de bonnes relations personnelles avec lui, il est membre de la Commission des Affaires étrangères, et nous avons toujours un dialogue très courtois, mais et il a énormément de talent, mais il a une caractéristique fondamentale, c'est qu'il considère que toute défaite est une promesse de victoire différée. Toute promesse est une victoire, toute défaite est une victoire différée. Toute défaite est une promesse de victoire par principe.
Si vous voulez, je crois que Jacques Duclos, qui a fait à peu près, en tant que représentant du Parti communiste en 1969, un score comparable à celui de Mélenchon, n'a jamais imaginé, lui, qu'il serait ni chef d'État ni Premier ministre de Pompidou. Vous représentez à l'Assemblée nationale? Non, écoutez, c'est absolument en discussion. J'ai dit, redit depuis le début que je ne me présentais pas. Mes amis, comme on dit, sont extrêmement soucieux que je me représente. Je leur ai dit que j'étais peut-être prêt à le faire, mais je crois que les conditions ne sont pas remplies. Donc je pense que je n'irai pas. Mais je prendrai ma décision dans les 2-3 jours qui viennent. Mais je souhaite vraiment ne pas y retourner. Je trouve que j'ai 76 ans, je n'ai pas envie d'être parlementaire de 76 à 81 ans. Je trouve que le temps, bien sûr, le moment, la politique étrangère, les responsabilités, oui, le débat public, vous voyez, je suis encore un peu vif dans mes prises de position. J'espère que vous nous réserverez encore vos analyses. Je trouve qu'il y a un temps pour tout. Juste encore un tout petit mot. On attend le nom du Premier ministre. Emmanuel Macron prend son temps. Confirmation que Jean Castex restera au moins... Enfin, au plus tard jusqu'au 13, mais pourquoi pas jusqu'au 13. Il n'a pas trouvé le bon profil? Je n'ai pas d'informations. Ça, le président de la République a son chaudron personnel à l'intérieur duquel il fait cuire ses plats et on verra ce qui en sortira. Je crois que c'est le privilège du président de la République que d'avoir le temps de la réflexion, le choix des moyens, le choix des hommes et des femmes. On verra ce qu'il en sera. Je trouve qu'il n'a pas tout à fait tort de prendre son temps. Ben, il le prend. Quel profil? Politique? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut un profil politique. Je pense que c'est la condition pour avoir, et c'est un des éléments d'ailleurs de la prise de décision d'être candidat ou pas, de la réhabilitation du Parlement. Moi, je crois qu'il faut absolument remettre le Parlement au cœur du système. Ça implique une modification du mode de scrutin et ça implique d'avoir en face de soi un interlocuteur pleinement politique. Ce qui d'ailleurs a été le cas de Castex. Car contrairement à ce qu'on dit, Castex a été un responsable politique de plein exercice. Merci beaucoup Jean-Louis Bourlanges d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne de LCI. À bientôt, quoi qu'il en soit. Dans